Dans le cadre du programme Erasmus+ de l'Union européenne, nous avons décidé de voyager à Chypre afin de réaliser un documentaire sur l'immigration. Chypre est un excellent pays pour nourrir notre sujet, de par son histoire migratoire importante. Du XIIe au XVe siècle, soit pendant près de 3 siècles, Chypre est sous le contrôle des Francs, et plus précisément de la dynastie des Lusignan. C'est en 1191 que le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion conquit Chypre lors de la Troisième Croisade. Richard la vendra par la suite à Guy de Lusignan. Les Lusignans feront de Nicosie la capitale de Chypre, et en feront un centre culturel et commercial. En 1489, après plusieurs guerres, l'île sera conquise par la République de Venise. Mais les Francs auront eu un grand impact sur Chypre, que ce soit la culture et la langue française, ou des châteaux, palais et églises. L'occupation vénitienne aura permis de développer l'économie du pays, ainsi que de construire de nouvelles fortifications pour protéger les villes principales contre les attaques ottomanes. En 1570, les Ottomans envahirent Chypre, dans le but de contrôler le carrefour commercial qu'était et qu'est toujours l'île. Famagouste, le dernier bastion vénitien à Chypre, tombera en 1571. La population chypriote sera alors soumise à un système féodal qui divisera le peuple par religion, la majorité du peuple étant orthodoxe. Quant aux églises, elles continueront d'exister, mais n'échapperont pas au contrôle et aux restrictions ottomanes. Cette époque vit aussi beaucoup de migrations internes à l'île. Les Chypriotes grecs se réfugièrent dans les montagnes pour éviter l'incursion ottomane. Quant aux colons turcs, ils s'installèrent dans les régions côtières de l'île. Cette période fut aussi témoin de soulèvements et de rébellions au sein de la population pour des revendications nationalistes ou religieuses. Malgré cela, c'est aussi une époque de grand développement au niveau culturel et économique. L'île devient un centre de production de produits agricoles tels que le vin, les agrumes et les produits laitiers, en plus d'échanges commerciaux avec le Moyen-Orient et l'Europe. Après ces années d'occupation ottomane, Chypre aura subi une grande influence de ces derniers. L'Empire ottoman cédera Chypre aux Britanniques en 1878. Ces derniers occuperont l'île pendant près d'un siècle et l'utiliseront comme base stratégique en Méditerranée. Ils moderniseront l'agriculture et le commerce et feront des réformes administratives, économiques et sociales. Cette époque verra aussi l'apparition de mouvements de revendication populaires. Par exemple, certains Grecs hellénophones demanderont une union avec la Grèce. Les tensions entre Chypre et la Grande-Bretagne s'exacerberont après la Deuxième Guerre mondiale. De nouveaux groupes nationalistes apparaîtront, comme le célèbre groupe EOKA par exemple. Le conflit s'intensifiera dans les années suivantes, et Chypre déclarera son indépendance en 1960. Après avoir obtenu son indépendance, l'État tentera de partager l'île entre les deux communautés. Ces tentatives échouèrent et les tensions atteignirent un point culminant en 1974 avec l'intervention de l'armée turque. Intervention qui conduira à l'occupation militaire de la partie nord de l'île par la Turquie. Pour éviter que le conflit s'empire, l'ONU créera une zone de démarcation entre les deux parties de l'île. Celle-ci sera connue sous le nom de la ligne verte. La partie nord de l'île déclarera ensuite son indépendance, bien que celle-ci ne soit reconnue que par la Turquie. L'État chypriote et les Nations Unies tentent depuis lors de résoudre le conflit pour pouvoir réunifier l'île.
Dans ce documentaire, nous rencontrerons des migrants se trouvant à Chypre. Nous parlerons des aides qu'ils reçoivent et apprendrons plus sur les dangers et problèmes dont ils ont été et sont encore victimes. Nous commençons avec Salebam, qui a accepté de nous raconter son histoire. Hello, how are you? I'm okay, good. Perfect. Where do you from? I'm from Somalia. Somalia. Yeah, it's difficult for us because I'm not coming here alone. I come here with my wife and my child. I have one daughter, and now I have another daughter. She born here, Makarios Hospital in Nicosia. You know, my wife that time she was pregnant. She was in hospital. I want to take her another my daughter, so it was difficult for me. And still, I don't have any hospitality because I will tell you difficulties I am facing. No house. He said you have to search house, and it's difficult to find because you are asylum seeker. Did you hear about the help of the ONU? United Nations, you mean? Yes, the United Nations. No, I just hear that another European countries, they are relocating the people who arrived Cyprus 2022. I just hear that. But another help I don't hear. No, you live here or you will go out Cyprus for another country? How can I go another country? We don't have travel document. I can't go anywhere. I have to stay here. But if I have travel document, I would like to go somewhere else. Face aux difficultés auxquelles Salebam fait face, le père de famille prévoit de quitter Chypre. Hélas, sa situation administrative actuelle ne lui permet pas et ne semble lui prévoir qu'un avenir de lutte. Heureusement, il existe des organisations telles que l'OIM, ou Organisation mondiale de l'immigration, qui se chargent de ce genre de problème et essaient de promettre un futur plus stable pour toutes ces familles. C'est ce que nous allons essayer de vous faire découvrir. So, can you briefly introduce yourself, please? Yeah, sure. So my name is Natasha Xenofontes Kuduna. I'm the head of the office here at IOM Cyprus. I work at the UN Migration Agency. So since 2015, November, we inaugurated an office here in Cyprus. And in the last 5 years, a lot has been happening, including a rather increased arrival of irregular migrants. Okay. Can you tell us the overview of programs of the IOM in Cyprus? Well, at the beginning, we started off with the assisted voluntary return and reintegration, which was great because finally, the migrants had options, once their circumstances changed, to voluntarily go back to their countries of origin and gain support to reintegrate, which meant that basically, they could start again work, either their own small and medium enterprise or be helped with finding a home or in terms of arrivals. And so the other EU member states decided to show their solidarity by starting off the relocation program to other EU member states. So it means, for example, that twice Germany took some migrants, and once last week Romania, and today Bulgaria, and it's ongoing. It could be either people who are residing in the first reception center here, the first reception Purnara. It can also be one of the groups that we have interviews with to prepare for their relocation to Germany. C'est en 1974 que Chypre devient un État membre de l'OIM. En 2015, le siège chypriote sera inauguré à la capitale de l'île, Nicosie. Depuis, l'OIM travaille pour aider au retour volontaire et à la réintégration, au logement et à l'intégration des enfants migrants non accompagnés de plus de 16 ans, et à la sensibilisation du public pour lutter contre la montée de la xénophobie et de la discrimination. Nous avons pu avoir le témoignage de Ahmed, un nouvel arrivant, arrivé du Nord où il suivait des cours de médecine. Ahmed nous raconte ce que c'est d'être embarqué dans un voyage illégal pour passer une frontière. Il nous raconte aussi la situation compliquée des camps de migrants qui ne sont pas accommodés pour l'hiver, et le peu d'aide dont ils bénéficient.
Bonjour, comment tu vas? Oui, ça va, parce que je n'avais pas la soutenance financière concernant les études. Je me suis lancé au voyage clandestin pour venir vers côté du sud. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire ou Oui, du nord au sud, il y a des gens qui font traverser à travers des véhicules parce que c'est illégal. Tu ne peux pas voir la route parce qu'on te cache. C'est risquant que tu sois pris par les autorités qui surveillent cette route. Non, il n'y a pas eu d'aide d'ONG. Seulement, on s'est contenté de l'aide du camp. Non seulement c'était au moment de la fraîcheur, il faisait tellement froid, et puis c'était rempli dans les conteneurs. Voici donc le voyage périlleux auquel de nombreux migrants font face. Un voyage périlleux, mais également coûteux. Comptez environ 400 € pour passer du nord au sud, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est ces arnaques et ces manipulations que dénonce le représentant de l'Union européenne à Chypre. Le représentant de l'Union européenne à Chypre a accepté de nous accueillir à la Maison européenne de Nicosie. Après une interview très intéressante, nous avons sélectionné un extrait qui permettrait de répondre aux problèmes auxquels fait face Ahmed. Before we begin, I understand that you came here to talk about migration, is that right? The emergency assistance called EMAS to address the urgent needs in management of borders, migration and asylum. Out of this amount, in order to step up the support to the first reception center of Purnara, and it's very few right now. Of course, you cannot close every hole, every loophole in the system. There's always going to be some scam, let's say, smuggling business model that will drive people to extremes to pass to the other side of the Aegean. When there is no need to do that, because you can apply to enter in the European Union through the system established through the declaration, the EU-Turkey Declaration of 2016. There is no need to cross the Aegean if you're properly informed. There are systems in place. The trafficking model is a scam operation that needs to be tackled by everyone. A lot has been done, but a lot more needs to be done as well. Anyone else? Selon le représentant de l'Union européenne à Chypre, l'arnaque est une des causes majeures de cette question de l'immigration. Il plaint ces migrants victimes d'escroqueries à qui on a promis un meilleur avenir en échange d'une jolie somme d'argent. Selon lui, il faut à tout prix mener des campagnes d'information afin de sauver ces personnes d'un périple risqué et incertain. Afin de conclure, l'accueil des migrants nécessite une grande capacité de logement et d'embauche, ainsi qu'une grande ouverture de la part des pays hôtes. La relocalisation semble être une bonne alternative, mais est toujours très difficile à mettre en place. Il faut aussi sensibiliser la population au sujet des voyages illégaux et prévenir les potentiels migrants des trafics, mensonges, ainsi que de la réalité à laquelle ils vont être confrontés une fois arrivés. Évidemment, les solutions et problèmes cités ne sont pas représentatifs de la totalité des aides et difficultés autour de ce sujet. Ce n'est qu'une infime partie que nous souhaitions vous partager afin de vous informer de cette problématique et que nous puissions tous ensemble devenir des citoyens plus éclairés. My name is Ophelia Desalia. I'm 54, very close to 54. Since from the beginning, I am a hairdresser. I built my own salon. Of course, usually as Asian people, we are traveling as migrant worker. I have another job. Opposite of my salon, we have the laundry station. And sometimes I have to disobey my boss. I cannot see the people sleeping on the streets. I say lie all the time that I don't bring people inside the shop. But to be honest, I don't lock the door for some things. They are not bad people, but they are refugees. I put myself in that position.
in that situation. Maybe someday I will be the same. So I'm hoping that someday someone will open the door for me to sleep. They're victims of human trafficking. And now they're suffering here. But the problem is, also Cyprus is the victim. Because now they don't trust to no one, especially the black. You know, my heart is broke. My name is Hiba. Today my birthday. My age is 30. I traveled from Gaza to Istanbul. I live in Istanbul 1 year. Then I come to live in Cyprus to born my baby at Cyprus because my husband now at Greece. Me, I don't love to go to come back to our country, and I love to meet with my husband. So I decided to come from Istanbul to Cyprus. I hope country after little months make me go to my husband in Greece with my son. I hope. Now I'm waiting. Alors, bonjour, je m'appelle Sofia Savidou, j'ai 41 ans et j'habite ici à Nicosie et je suis née en Afrique, au Congo. À cause des événements, on a dû quitter le pays. On avait vraiment peur, la situation n'était pas bonne. Je me souviens, j'avais 10 ans et on est rentré dans l'avion militaire pour partir le plus vite possible parce que en dehors de ma maison, je me souviens, il y avait un grand groupe avec des soldats et tout qui venaient vers nous. Et on avait peur vraiment parce qu'ils attaquaient, ils rentraient dans les maisons. Il y avait même des attaques au centre-ville. Ils cassaient les vitres des magasins, ils rentraient. Et donc c'était difficile pour nous. Et on avait peur. Donc je préférais quand je suis venue au début. Mais après, c'est sûr que je voulais rentrer. Parce qu'il me manquait mon école, tous mes amis. Concernant la culture, c'était assez difficile pour tous, même pour ma mère, parce qu'elle était dans une école belge, là-bas, une autre culture, mentalité, et on devait s'adapter après à la culture chypriote. Les fêtes me manquaient trop. C'est-à-dire, l'ambiance était tout à fait différente. Et c'était plus chaud. Les rencontres dans la communauté hellénique, c'était là où on avait tout. Et il y avait plein de bonne ambiance. Tandis qu'ici, ça me manquait, on n'avait pas tout ça. Et les repas aussi me manquent du pays. La cuisine aussi, c'est important. D'accord, donc est-ce que je peux me présenter? Alors oui, du coup vous saurez tout de moi. Donc, je m'appelle Christina Kalaboukas, je suis née et j'ai grandi à Bruxelles, mais j'ai des origines diverses. Du coup j'ai un papa qui a des origines grecques et chypriotes, mais qui est né, qui a grandi à Bruxelles, et j'ai une maman qui est franco-belge, avec des origines diverses, et qui est née, qui a grandi à Bruxelles. Je suis professeure de sciences humaines. J'ai travaillé à Bruxelles. J'ai aussi travaillé au Portugal, au Maroc, au Canada et récemment à Chypre et là maintenant à Thessalonique. Oui, je ne savais pas quoi faire dans un nouveau pays. J'ai personne que je connais ici. Ma mère, elle avait une ou deux amies qui lui ont expliqué un peu ce qu'il y a ici, les restaurants qui sont bons.
C'est important. Oui. Et Ça vous a rassuré? oui. Et vous avez choisi Chypre parce que vous étiez déjà venu ou... En fait, moi quand j'étais petite, presque chaque été, non, un ou 2 étés, on est venu ici. Et Je peux dire parce que le Liban, c'est vrai qu'il y a une demi-heure de vol de Chypre. Ah oui. Donc il y a beaucoup de Libanais qui passaient leurs vacances ou qui ont des résidences secondaires à Chypre. Et mon père, il travaille au Liban, alors il ne peut pas venir vivre avec nous. Ah, il est toujours au Liban? Oui, alors ma mère a dit que le Canada c'est trop loin pour qu'il vienne chaque 2 semaines. Alors on a choisi Chypre car c'est très proche et ça ressemble un peu. C'est le meilleur endroit Oui. pour venir. Et t'aimes bien maintenant Chypre? Mode étudiante, l'Erasmus+, qui s'offre à moi, donc une demande, du coup c'était de mon initiative encore, mais j'ai eu de la chance parce qu'il y a l'Europe nous propose beaucoup de choses. Du coup là je me retrouve à bénéficier d'une aide européenne en tant qu'étudiante. En premier mois quand on a déménagé ici, je pensais que ça allait être un peu comme au Liban, comme il y a des heures où on n'a pas d'électricité car à un moment au Liban, il y avait seulement 2 heures d'électricité par jour. Et moi, je stressais, je demandais à ma mère quand est-ce qu'il va plus y avoir d'électricité. Et après, quand elle m'a dit que... Il y avait de l'électricité? Oui, j'étais rassurée. Car moi, avant que je suis venue ici, j'avais un peu peur du noir. Le premier mot en grec quand je suis arrivée ici, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on apprend une nouvelle langue, les premiers mots c'est toujours des gros mots.